Oh, tchou. Ouais, ça y est, top là. Ah, ça y est, là, ça a l'air de marcher. Ouais, j'ai toujours pas l'image, j'ai le son, mais j'ai pas l'image, mais bon. Ah bah moi, pareil. Ah ouais, Je me vois, mais je te vois pas. Alors, je sais pas si ouais, c'est pareil pour toi. et idem, ouais, je me vois, mais je te vois pas. Ok, Eh, d'accord. Bah écoute, attends, je demande à Réginald qui nous regarde. Réginald, tu peux nous dire si tu vois les deux, ou si tu vois personne, ou si tu vois un des deux, si tu m'entends? Allô, allô, Réginald, ici la Terre. peut-être qu'elle tape. Peut-être qu'elle tape. Ou peut-être qu'en fait, on est que tous les deux. Il n'y a plus personne qui suit. Non, non, il y a des participants là qui écrivent des trucs. Ah, voilà. Il y a quelqu'un qui confirme, je vous vois tous les deux. Bon ben voilà, Ok, donc très bien. Bah écoute, très bien, allez. on se regardera. Ouais, Moi, je me regarderai, toi, tu te regarderas pendant la conversation, et tant que tout le monde nous voit, c'est bon. ça va. Yallah. Tu veux Ça introduire va. ou tu veux que j'introduise? Ouais, tu fais ça bien, vas-y, tu peux introduire. En fait, on a prévu, on a souvent des débats, Abou et moi, sur des sujets qui sont quand même civilisationnels, donc qui sont pas anodins. Il y a une dizaine de jours, on a fait un débat sur les scriptures des religions abrahamiques. Moi, je suis d'avis qu'il faut les désacraliser et les déconstruire. Et on avait un autre point euh, où on était en désalignement qui était sur le réchauffement climatique, mais plus largement le niveau d'urgence en ce qui concerne les problèmes écologiques et je dirais pour élargir la crise systémique que notre civilisation globalisée est en train de traverser. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose Non, t'as d'important. pas un bon résumé, ouais. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'en parler de vive voix pour pouvoir comparer, confronter nos perspectives, peut-être se remettre en question, évoluer. Ceci de manière à ce que on puisse communiquer de manière plus pertinente, penser et communiquer de manière plus pertinente. En tout cas, moi, c'est l'intention. Ouais, et je tiens à rajouter que je trouve que nos conversations sont plus constructives en live, enfin, comment dire, sous ce format-là que sous le format purement écrit. Je sais pas ce que tu en penses. Bah, c'est surtout l'aspect chronophage en fait. Pour moi, de répondre à chaque argument. Euh, donc ici au moins on a le temps enfin, ça va plus vite en parlant et puis on peut répondre au tac au tac. Donc voilà. Donc oui effectivement, c'est quelque part plus productif. Si tu veux, alors
la première conversation sur les scriptures a été enregistrée. Moi, je compte bien la partager pour ceux que ça intéresse, de se forger un avis là-dessus. Et là, ce que je propose, c'est qu'on commence directement sur le sujet du réchauffement climatique. Ouais, tout à fait. Tout Tu à veux fait. que je lance ou que j'introduise? Je veux bien lancer. Que tu veux lancer ou tu veux que je lance? Ouais, je veux bien introduire. Enfin, je veux Vas-y. bien lancer. Donc, pour faire le raccord avec notre débat précédent, je dirais que l'enjeu est un peu le même ici. Il s'agit de désacraliser en fait une sorte de parole prophétique qui est un peu instrumentalisée pour tout un tas de raisons d'ingénierie sociale. Et donc de peut-être partir en fait de ce même constat qu'il y a certains discours en fait qui méritent vraiment d'être pris avec beaucoup de pincettes et de pas être pris avec l'argument d'autorité de que ça soit les scriptures ou que ça soit le rapport du GIEC, prenons un peu l'exemple caricatural, mais d'arriver en fait à se dire ok, c'est un discours, on me parle de consensus et tout ça, ça n'empêche que je peux garder un esprit critique et garder une pensée qui questionne, qui remet en question et qui pose des questions sans nécessairement avoir des réponses. Ok. Déjà, je vais déjà répondre. Il n'y a pas de sacralisation. Il y a pas. Il y a une sacralisation des textes religieux, mais en l'occurrence, la parole scientifique n'est pas sacralisée. Par contre, elle découle de ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire des analyses qui regroupent tous les travaux qui ont été faits sur ces sujets par des experts et qui peuvent être portés par le GIEC ou par d'autres organismes de recherche. Donc là, par exemple, en face de moi, j'ai 5 méta-analyses. Il y en a une du GIEC. Mais en gros, toutes ces méta-analyses sur le changement climatique parlent d'un quasi-consensus scientifique sur les racines anthropiques du réchauffement climatique. Donc pour moi, je vois pas du tout une parole qui est sacralisée. Je vois des méta-analyses. Méta-analyse, c'est le plus haut niveau dans ce qui concerne la preuve scientifique. C'est le plus haut niveau. Et là, toutes les méta-analyses confirment un changement climatique, un réchauffement climatique d'origine anthropique. Donc, on n'est pas sur une parole sacralisée, on est sur une parole scientifique. Moi, personnellement, je crois beaucoup plus une parole scientifique qui découle de méta-analyse. Ça a beaucoup plus de valeur pour moi qu'un texte religieux sacré. Ça, c'est la première chose. Donc, voilà, je vais juste répondre à cet argument. C'est pas une parole sacrée. C'est, de toute évidence, un consensus scientifique qui découle de méta-analyse. Mmh. D'accord, mais je crois que là on n'est déjà pas d'accord. C'est que je suis d'accord que la science n'est pas quelque chose de l'ordre de comparable aux scriptures, mais là je te parle plutôt du scientisme. Je te parle en fait, le fait de réifier la parole scientifique à un niveau purement dogmatique, que c'est comme ça et pas autrement. La science l'a dit. Et tu parles du régime de la preuve. Je crois que je t'en ai déjà parlé. C'est le régime de la preuve. Il est de l'ordre de la mathématique. La mathématique, c'est pas la science, tu vois. Et donc, en science, on a des évidences. On a des choses qui tendent à pouvoir faire dire, scientifiquement parlant, il est raisonnable de penser que, par exemple, tu vois. Mais genre, il n'y a pas c'est prouvé que c'est comme ça. Ça, c'est de l'ordre d'une démonstration mathématique. Et je veux dire, la science et les mathématiques, c'est deux domaines différents. Et entre les deux, il y a le gros problème de la statistique. Et par exemple, les méta-analyses dont tu parles, ça se base sur des modèles statistiques. Tous les modèles actuellement qui sont développés par le GIEC, entre autres, ça supporte très mal en fait la confrontation à la réalité de la complexité des environnements locaux qui interagissent pour former une globalité. Et donc déjà là, il y a quelque chose d'éminemment crucial selon moi à adresser, c'est que les modèles qui sont utilisés, c'est un peu comme le principe la carte n'est pas le territoire, tu vois. On essaie de démontrer la réalité d'un phénomène extrêmement complexe en travestissant en fait le territoire et en le transformant en carte et en disant voici la carte et ça c'est le territoire, tu vois. Donc là il y a déjà une confusion de base selon moi. Je sais pas, j'ai pas compris ce que tu veux dire, hein, parce que concrètement, déjà, la science ne prétend pas que c'est un dogme, que c'est une certitude à 100%. D'ailleurs, les scientifiques parlent bien
de manière très claire qu'ils sont face à un système qui est chaotique, et eux, ils donnent des probabilités. Donc, c'est-à-dire, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on est sûr à, je crois, 95% que le changement climatique qu'on observe aujourd'hui est d'origine anthropique. Donc, il n'y a pas de dogme, en fait, je ne sais pas de quoi tu parles. En fait, c'est pas la science que moi je lis. Donc, après, toi, tu fais peut-être référence à, je sais pas, certaines personnes qui sont dans la vision silo sur le climat et dans le discours qui dit le climat c'est le plus gros problème et il y a que ça et je connais des gens comme ça. Je critique aussi cette perspective, mais moi en tout cas quand je regarde la science et ce qu'elle dit, elle dit pas ce que tu dis. Donc en fait c'est comme si tu faisais un homme de paille, c'est-à-dire que tu attaques quelque chose que la science ne dit pas. Elle dit pas que c'est un dogme, elle dit ah sur les éléments qu'on a aujourd'hui, on est sûr à, je crois que c'est 80%, 95 ou 97%, que le réchauffement climatique est d'origine anthropique. Et j'ai envie de te dire, pour moi c'est presque un petit peu logique. Je serais surpris, vraiment, je serais surpris si, au vu de la quantité de pollution qu'on rejette dans la biosphère et dans l'atmosphère, je serais surpris si ça n'avait pas un impact sur le climat. Donc bon, jusque-là, je vois pas où est le problème. Je veux dire, oui, de toute évidence, c'est en train de se passer, mais c'est pas le seul problème. Et clairement, clairement, il y a il y a une erreur qu'on peut faire en confondant l'un des nombreux symptômes liés à ce que j'appelle la crise de soutenabilité ou la polycrise ou la métacrise avec le problème en lui-même. Mais voilà, confondre consensus scientifique ou quasi-consensus scientifique, et toutes les méta-analyses le confirment. Et si tu as une méta-analyse qui dit le contraire, moi je veux bien, avec un dogme, c'est juste pas comprendre la science en fait. Ben écoute, j'allais exactement dire ce que Amir vient de dire là. Tu vois, si c'est pas un dogme, pourquoi est-ce que toutes les personnes qui disent non, en fait, nous on n'est pas d'accord, sont soit pas écoutées, soit vilipendées, soit traitées de ceci, de cela, avec l'étiquette en mode voilà, vous avez perdu toute crédibilité, merci de passer. Et donc il y a déjà. C'est une super question. C'est une super question. Elle mérite une bonne réponse. Parce que toutes ces personnes, en fait, quand on regarde d'où ces personnes viennent, déjà c'est une minorité de scientifiques. Et en plus, quand on regarde d'où viennent leurs études, souvent on va trouver des think tanks qui sont liés à l'industrie pétrolière, à des intérêts privés. Et là, on a des preuves de ça, c'est-à-dire que il y a tout un tas d'affaires qui ont été relevées, où en fait les entreprises qui, notamment encore une fois l'industrie pétrolière, qui a tout à perdre à la reconnaissance du réchauffement climatique, en fait, se sont mis à produire du doute. Et là, il y a des cas, mais il y a vraiment des, il y a des cas précis qui sont ressortis. Donc, je vais parler par exemple. Alors, attends, parce que je les ai, parce que j'ai fait un petit peu mes recherches avant ça. ExxonMobil. ExxonMobil, eux, ils ont eu connaissance, et on a eu des sources, ils ont eu connaissance du réchauffement climatique entre les années 1960 et 1970. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait plutôt que d'en parler? Ils ont financé de la recherche pour mettre du doute. Et ils ont investi des millions de dollars dans les années 90, au début des années 2000, dans des think tanks et des campagnes médiatiques pour promouvoir l'idée que la science climatique était incertaine. Total a fait à peu près pareil. Shell a fait à peu près pareil. Et là, ils se sont basés sur des think tanks qu'on connaît, et notamment des think tanks comme le Earthland Institute, qui lui a été basé sur qui a fabriqué du doute à l'époque quand on relevait les problèmes liés à la santé sur de la consommation de la consommation de cigarettes. C'est-à-dire que les entreprises, l'industrie du tabac, quand on a commencé à reconnaître que la cigarette c'était très mauvais pour la santé, a fait exactement la même chose. Et c'est basé exactement sur les mêmes think tanks qui aujourd'hui fabriquent du doute climatique. Donc, moi je veux bien, on me dit, mais il faut suivre l'argent. Moi, quand je suis l'argent, je tombe pas sur les gens qui financent le GIEC. Je tombe sur l'industrie pétrolière qui fabrique du doute en passant par des think tanks qui sont connus et qui sont connus pour faire ça, avec des affaires qui ont été révélées. Donc,
qu'il y ait quelques scientifiques marginaux qui disent non, c'est pas d'origine humaine, il n'y a pas de problème, bah, c'est normal qu'ils se fassent rentrer dedans. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, avec quand même un bémol, c'est que il me semble que tu généralises, tu dis tous les scientifiques ont des intérêts enfin sont liés à des intérêts dans l'industrie de l'hydrocarbure. C'est pas vrai parce qu'il y a une liste tu tapes liste climato-sceptique, tu tombes sur une grosse liste et dans cette liste il y en a plein qui sont pas liés à des intérêts de l'industrie hydrocarbure. De un, de deux, J'ai pas dit, quand j'ai pas dit que c'était tous. J'ai dit que c'est une tendance et que quand on regarde aujourd'hui le consensus scientifique, il est clairement en faveur d'un réchauffement climatique qui est d'origine anthropique. attends, Et donc quand, j'avais pas ouais, vas-y, fini, j'avais excuse-moi, pas fini. excuse-moi, excuse-moi. Donc, pas de souci. Donc, de deux, il y a ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la dialectique, tu vois, avec l'opposition contrôlée, dont tu fais part. Et donc là, je suis tout à fait d'accord. Après, tu évoques aussi l'industrie du tabac qui a commencé à faire des études dans les années, je crois, 60. Et je t'en avais parlé aussi, c'est cette fameuse p-value. La p-value qui est de 0,05, qui est devenue vraiment un standard pour dire dans les études statistiques. Parce que quand tu parles de, il y a 95% de chances que, voilà, c'est par exemple une donnée statistique. Et donc la p-value, elle implique que dans toutes les études, maintenant, il y a une norme qui a été validée que c'est 0,5%. En deçà, il y a une corrélation et donc on peut pas parler de causalité. Et puis au-delà de 0,05, il y a ce qu'on appelle une évidence que, ah ben voilà, c'est lié. Et donc, il y a la question que la méthodologie scientifique, qui est une méthodologie statistique, peut être par des êtres humains qui sont des scientifiques, mais qui restent avant tout des êtres humains, peuvent être inconsciemment bidouillés pour aller dans le sens de leur thèse. Et ça, c'est le fameux blog Théosophie statistique de mon pote qui est vraiment un cadre dans le domaine, qui a fait un travail profond de vulgarisation pour expliquer en quoi, en fait, un très bon climatologue peut être un piètre statisticien et complètement s'embrouiller en allant dans le biais de confirmation, qui est quelque chose de subconscient, de profondément humain, qui fait que, en fait, ils en arrivent parce qu'ils ont une certitude que voilà, tac, tac, tac. Et donc, c'est difficile à évaluer le régime de la vérité de la science parce que la science reste, selon moi, une science humaine parce qu'elle implique l'être humain en tant qu'observateur et elle implique tout un tas de biais. Et donc, à ce niveau-là, avec la méthodologie statistique, on est face à quelque chose d'éminemment questionnable. D'accord. Donc, selon toi, la méthodologie des méta-analyses est mauvaise et tronquée en ce qui concerne le réchauffement climatique. C'est ce que tu es en train de dire. C'est pas ce que j'ai dit, que j'ai pas dit que tout. Bah, c'est Je ce que dis tu que, laisses sous-entendre quand même, là. Tu es en train je de dis que dire, on a des méta-analyses qui sont en train de faire le lien, et tu es en train de dire, bah, en fait, non, bon, c'est sûrement tronqué, etc. Moi, je sais pas, moi, perso, j'ai des méta-analyses d'un côté et rien de l'autre, ou juste quelques chercheurs comme ça, par-ci, par-là, qui sont mis en avant, parce que, effectivement, bah, le réchauffement climatique dérange. Je vais choisir la méta-analyse, personnellement. Je suis pas un expert climatique, je pense ni toi, donc c'est pas moi qui vais juger des origines du réchauffement climatique. Mais par contre, je vais me fier aux experts sur cette question-là. je vais te prendre un exemple concret. Pendant le Covid, on nous a sorti plein de méta-analyses. Il se trouve qu'en fait, voilà, avec le recul d'à peine 2, 3 ans, on peut se rendre compte que le Covid, c'était une grande campagne marketing pour vendre des vaccins expérimentaux, tu vois. Donc les méta-analyses, c'est un argument d'autorité que j'accepte pas. L'expertise du monde scientifique dans sa généralité, avec le consensus qui est un terme qui est issu du champ politique. Le consensus n'est pas issu du champ scientifique. La science, c'est le doute. On arrive avec des modèles qui collent plus ou moins avec une explication rationnelle de la réalité, qui sont remis en question, qui sont intégrés dans des modèles plus englobants. Et c'est comme ça depuis des siècles, tu vois. Et donc, je refuse, en fait, l'argument d'autorité que, ah ben voilà, les études ont dit ci, les experts ont dit ça. Et donc, moi, qui suis-je pour remettre en question? Ok, on n'est pas des experts, on n'est pas des climatologues, mais on a un esprit critique et on a un accès à tout un tas d'informations qui nous permettent de remettre en question et de réévaluer le discours qui nous est servi avec clairement, là, je crois qu'on est d'accord là-dessus, avec des intérêts
ils sont derrière. Parce que les gens qui ont le pétrole, c'est les mêmes gens qui ont les industries d'énergie renouvelable. C'est exactement, pour prendre un parallèle, le MP3, quand le MP3 arrivait, t'avais Sony et compagnie avec les CD, ils disaient, oh, c'est pas juste, machin, c'est de la triche. Mais c'est les mêmes qui étaient en train d'investir dans toutes les industries numériques, tu vois. Et donc, ils sont sur tous les tableaux. Et donc, ils instrumentalisent, en fait, le conflit pour se faire plein de pognon. C'est follow the money, comme tu disais, quoi. Donc ça me paraît assez simple. Alors attends, moi j'ai plusieurs choses parce que là tu as utilisé l'argument du Covid. Quel consensus scientifique sur le Covid est en fait une énorme erreur? Moi j'aimerais savoir. Ben, que en fait il y a d'autres visions des choses sur le Covid et que le discours qu'on nous a rabâché avec la Mais, pandémie, avec le truc, avec le machin, c'est mais éminemment questionnable. quel discours basé sur un consensus scientifique était une erreur? Pour être Ben, le précis, parce que vaccin, moi j'ai envie de prenez, savoir, parce que de le prenez le balancer comme vaccin, ça, prenez le vaccin, vous allez être sauvé. C'était soi-disant un consensus, tout le monde est d'accord. Et puis ah mince, ah en fait non, ça marche pas. Ah en fait ça réduit pas la transmissibilité. Ah en fait truc. Et puis maintenant il y a des études qui maintenant avec le recul sortent pour montrer et démontrer avec toute la rigueur c'était nécessaire. basé sur une méta-analyse. Parce que quand on parle du réchauffement climatique, on parle de quelque chose qui est connu et étudié depuis des décennies. Quand on parle du Covid, on parle de quelque chose qui est arrivé très rapidement et dans lequel tout s'est emballé. Donc déjà, je trouve que c'est une fausse comparaison. Parce qu'on ne peut pas comparer un élément qu'on étudie depuis des décennies et quelque chose sur lequel des conclusions ont été tirées peut-être hâtivement en période de crise. Déjà, je ne comprends pas la comparaison. Ensuite, je ne sais pas de quel consensus scientifique tu parles. Est-ce que tu as une source? Parce que moi, j'ai pas vu de consensus. J'ai vu un alarmisme, j'ai vu une panique face à une pandémie et qui a été récupérée aussi par des intérêts financiers parce que malheureusement le système fonctionne comme ça et que c'est extrêmement dur aujourd'hui d'avoir confiance en tout, notamment comment on appelle ça, à tout ce qui est de l'ordre de la santé, parce qu'on sait qu'il y a souvent des conflits d'intérêts entre ce qui est bon pour notre santé et ce qui est bon pour le business. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas de quel consensus, de quelle méta-analyse ou consensus scientifique tu parles, parce que justement, j'en ai pas vu. Moi, ce que j'ai vu, c'est une panique dans une situation d'urgence. Mhm. Ben, justement l'analogie assez pertinente du coup, puisqu'on est un peu Mais dans le quelle même erreur cas a été ici avec. faite? Parce que de toute évidence, moi, de ce que j'ai vu, le vaccin a quelque part aidé à réduire le taux de transmission. Il était loin d'être parfait. Personnellement, j'étais vraiment pas pour tout ce qui a été la manière dont ça a été forcé, parce qu'on parlait d'un vaccin dont on ne connaît pas les effets secondaires, etc. Mais de là à dire qu'il était inefficace, qu'il servait à rien ou qu'il n'y avait pas de pandémie, je trouve que c'est faire un petit peu d'excès. Encore une fois, moi je suis pas, c'est pas ma spécialité. Ni le réchauffement climatique, ni on va dire le Covid. Mais par contre, il y a dans ce qui me dérange, c'est une remise en question de la parole scientifique, parfois pour des bonnes raisons. Autant je pense qu'avoir du doute, c'est important, autant quand le doute, ben, on commence à nier des choses qui devraient être évidentes et à ne pas prendre en considération des choses qu'on devrait prendre en considération, c'est là que ça devient problématique. Parce que quelque part, ça bloque des changements dont on a besoin sur la base de réalités que nous traversons. Mhm. Moi, si tu as une source, je veux bien. Hein. Si par exemple, tu as une méta-analyse qui explique de manière claire que la science du climat, on n'est pas très clair. En fait, on doute vraiment. C'est pas aussi sûr que les scientifiques le disent. Bah, je veux bien. Si tu as une méta-analyse qui se gourre complètement sur le Covid, je veux bien aussi. Écoute, là, j'ai pas un accès à mes sources, mais je vais pas rentrer en fait dans ce jeu-là, puisque ce que je te dis à la base, c'est que les modèles statistiques qui sont basés sur des moyennes ne sont pas appropriés pour traiter des phénomènes complexes. C'est aussi simple que ça en fait, et je vais le répéter autant de fois que nécessaire. C'est que Oui, les d'accord, mais modèles ça, sont je peux des le cartes, dire et pour les cartes ne justifier sont tout et pas les n'importe résultats. quoi.
Mais Tu comprends? Ça, c'est une question cette phrase, c'était une généralité. Mais on parle de trucs non, non, spécifiques. non, Tu fais des je te parle. affirmations en disant, il y a eu des consensus scientifiques biaisés dans le Covid. Bah, moi, j'aimerais bien en avoir un, de savoir sur quoi il repose. Et parce que tu utilises cet argument pour dire, ah ben, les consensus sur le changement climatique sont pas valides. Bah, est-ce que tu Non, retires cet argument ou tu le gardes? non, non, J'aimerais non, non, savoir non, parce que je le garde, je le recadre, je dis que le consensus est un terme issu du champ politique et pas du champ scientifique. Et donc, il y a une instrumentalisation politique d'un discours, que ce soit au niveau du Covid, où le consensus était, vous devez prendre le vaccin, ça va être bon pour vous et ça va être bien pour les faibles, et ceux qui ne le prennent pas, ah, c'est des méchants, ils pensent qu'à eux. Et pour le réchauffement climatique, c'est le même principe, c'est un consensus qui est brandi, malgré le fait qu'il y a vraiment énormément de scientifiques qui ne sont pas d'accord. Et donc, on peut, à partir de quand tu parles d'un consensus, je veux dire, quand tu fais de l'intelligence participative et de la gouvernance partagée, un consensus, c'est 100% d'accord, tu vois. Sinon, c'est une majorité contre une minorité. Et donc, déjà, le consensus, il est baisé, tu vois. C'est même pas un bon terme pour parler de la situation, puisqu'il n'y a pas 100% d'accord sur la question, tu vois. d'accord. Tu as les statistiques de combien sont d'accord sur la question et combien sont pas d'accord? Mais je ne veux pas parler de statistiques, justement. C'est ce que je te dis, c'est que les statistiques sont des modèles, C'est important sont quand des même. C'est important. C'est mais important. Si c'est c'est un- 50-50, tu te dis, bah, il n'y a pas de consensus. Si c'est 95-5, bah, tu dis, il y a quand même un consensus qui ressort. bah, tant que c'est pas 100%, c'est pas un consensus au sens strict, tu vois. Déjà de un. D'accord. Donc, pour toi, le consensus scientifique n'existe pas tant que c'est pas 100%. Voilà, exactement. Et c'est comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Je veux dire, c'est des bases assez évidentes. Tu D'accord. parlais souvent d'évidence, ça me paraît une évidence aussi. C'est pas à force de répéter un mensonge un million de fois que ça devient une vérité, quoi. D'accord. Donc, selon toi, les 95-97% des recherches scientifiques qui pointent l'origine anthropique du réchauffement climatique se gourrent. C'est des spécialistes, c'est des experts, mais ils se plantent. En fait, ils sont dans un Non, biais. Et toi, tu comprends mieux, quoi. Tu comprends qu'ils se mais gourrent. non, 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 tu me fais dire des choses que j'ai pas dit. C'est pas qu'elle se Bah, gourre, j'essaie de c'est que je comprendre en dis. fait ton raisonnement. J'essaie de comprendre. Tu me dis. C'est pour ça que je pose la question. Mais c'est toujours important de comprendre que, en fait, du point de vue à partir de quelqu'un s'exprime, il a, dans certaines limites, raison. Donc, je dis pas qu'ils ont tort ou ils ont raison. Je dis juste que leur modèle est une caricature d'un phénomène extrêmement complexe. Et je te prends un bête exemple. Tu vois, Marcel Leroux, qui était un climatologue français, qui est décédé il y a une dizaine d'années. Lui, par exemple, c'était un pas d'accord. Il n'avait pas d'intérêt dans les industries de l'hydrocarbure. Et lui, ce qu'il mettait en évidence dans ses travaux, c'est que le régime climatique de la Terre est lié à la géométrie de l'orbite terrestre et de trois paramètres. L'obliquité, la précession des équinoxes et le troisième, je sais plus. Et donc, c'est un modèle qui vaut tout à fait la peine d'être exploré parce que ça veut dire que en fait, le climat serait plutôt lié à des phénomènes sur de très long terme et que moi, la manière dont je vois actuellement les choses et ce qui me paraît le plus raisonnable de penser, c'est que tu as des personnes, ils ont des connaissances et que comme Thalès ou comme Christophe Colomb ou comme Tintin dans le Temple du Soleil, ils savent qu'un truc va arriver et ils le disent et ils soumettent des populations entières parce qu'ils ont des informations que les gens n'ont pas. Et que du coup, il y a un effet de subjugation, genre, oh, il a pu prévoir ça, c'est lui qui a fait ça. Et donc, dans ce cas-là, depuis 60 ans, en fait, le discours sur le changement climatique est préparé en coulisses par les grosses industries qu'on connaît, qui ont main mise sur l'industrie médiatique et compagnie, et qui, en termes de dialectique, proposent déjà, avec le Club de Rome, ah ben voilà, et puis voilà, et on suggestionne petit à petit pour en Qu'est-ce qu'ils arriver. proposent alors? Parce que c'est important. Qu'est-ce qu'ils proposent alors que? C'est ce qu'ils proposent qui? Bah, je sais pas. Tu as dit. En fait, ils ont Marcel Leroux. manufacturé ce récit pour proposer quelque chose. Ouais. Bah, il propose C'est quoi? Bah, il propose le Green New Deal, par exemple, tu vois. Il propose de passer vers un capitalisme vert. Il propose de petit à petit passer vers une monnaie numérique où chacun va être surveillé, où tu auras un crédit carbone sur mesure, où tu vas pouvoir être redevable de, justement, toutes tes habitudes de consommation. C'est ça qui est mais, mais, proposé. C'est ça mais qui est en train de se mettre en place. qui propose ça?
Ben, les gros intérêts qui dirigent la finance, qui dirigent le système bancaire, qui dirigent petit à petit la création monétaire, qui dirigent les médias. C'est des conglomérats, c'est une oligarchie d'élites qui se sont petit à petit attribués tout un tas de leviers de pouvoir en connaissant très très bien la psychologie humaine, en appliquant l'ingénierie sociale qui est en même temps une forme de magie, une forme de sorcellerie, comme je vois ça, avec l'aspect de manipulation, d'intimidation, qui finalement concourt toujours à la même dynamique de dominer et de créer cette scission entre les experts, ceux qui savent, ceux qui sont en haut, ceux qu'il faut écouter dogmatiquement, et ceux qui sont en bas, qui n'y connaissent rien et qui ont juste à fermer leur clapet et de suivre ce qu'on leur dit parce qu'on leur fait peur et que la peur, ça stimule une réaction instinctive qui est l'obéissance et la soumission. Oui, comme la peur de l'enfer, par exemple, si on ne se soumet pas à un dogme Et religieux. c'est pour ça que je disais qu'il y avait une analogie intéressante à faire, parce qu'en fait, le discours sur le changement climatique, c'est une réification de l'eschatologie, c'est la réification laïque, scientifique, entre guillemets, de la fin des temps. C'est exactement la même Oui, dynamique en termes pas psychologiques. vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Je pense quand même que, enfin, excuse-moi de te couper, hein, mais parce que tu fais quand même des affirmations qui, pour moi, enfin voilà, tu compares un consensus scientifique qui met en garde contre un réchauffement potentiellement de la biosphère de la planète, avec les conséquences que ça pourrait avoir, avec la menace d'une torture éternelle si on ne se soumet pas à un dogme religieux. Je pense que Mhm, il y a quand même comparer ce qui est comparable. Là, je pense que c'est pas du tout comparable. Par contre, enfin, je vais juste déjà dire ça, c'est pas vraiment comparable parce que là, en l'occurrence, s'il y a un réchauffement sur la surface de la planète, les conséquences vont être concrètes. Les conséquences vont être concrètes et potentiellement vraiment nocives. Surtout si ce réchauffement se passe beaucoup trop vite et qu'on n'a pas le temps de s'adapter. mhm. Par contre, la notion de torture éternelle dans l'au-delà, là, ça n'existe que si on y croit. En tout cas, dans le monde réel. Ouais, bah, j'ai envie de te dire que le discours sur le changement climatique, ça existe que si on y croit aussi. Le discours, hein, je dis bien Pas le vraiment. discours, hein. Je dis le Pas discours, hein. vraiment. Je dis pas le Parce réel, la que, réalité des faits, hein. ok, parce que je sais pas de quel discours tu parles, parce que j'ai l'impression, quand je t'entends, qu'il y a qu'un discours, alors qu'en fait, il y a tout un tas de discours qui coexistent et qui sont en discussion avec eux, qui sont en Ouais. discussion entre eux. Donc, il n'y a pas une réponse au changement climatique, il n'y a pas un consensus sur la manière de répondre. Il y a effectivement certains grands groupes qui, eux, avancent des agendas économiques, politiques sur la manière de répondre. Mais eux, c'est pas de la science, c'est de la politique qu'ils font. La science, Ouais. ce qu'elle dit, c'est elle pose simplement un diagnostic sur bah, voilà l'état de la situation et elle propose quelques recommandations. Et c'est pas celle que j'ai entendue. C'est-à-dire le capitalisme vert, etc. Les systèmes de surveillance, c'est pas la science qui propose ça. Ce sont des hommes politiques. Mhm. Et tu vois là, par exemple, je te montre un commentaire. Le CO2 est bon pour la planète. Mais en fait, tu vois, c'est même pas. Quand moi je lis ça, moi ce que je vois, c'est quelqu'un qui a pas compris en fait ce que le problème du CO2. Personne n'est en train de dire le CO2 c'est mauvais pour la planète. Ce qu'on est en train de dire, c'est excuse-moi de répondre à un commentaire, mais parce que voilà, tu vois, je vois que tu as un public a priori très climato-sceptique. Euh, Personne ne dit que le CO2 est mauvais pour la planète. Ce qu'on dit, c'est que la concentration de CO2 implique que la rétention de transfert de chaleur du rayonnement solaire va augmenter. Et que c'est l'augmentation de cette rétention va faire augmenter les températures, ce qui va avoir tout un tas de conséquences potentiellement néfastes pour nos Mhm. sociétés et pour le vivant. On n'est pas en train de Mhm. dire le CO2 est mauvais pour la planète. Donc, tu vois, déjà, il y a un tel discours. Moi, je vois je suis désolé hein, de répondre parce que cet argument-là, il est souvent avancé. Mais c'est un argument qui est claqué au sol. C'est même pas, c'est les scientifiques, c'est pas en train de dire le CO2 est mauvais pour la planète. On est en train de parler de concentration et de l'impact énergétique que ça va avoir parce que ça va augmenter la rétention de la chaleur qui est émise par les rayons du soleil. Je te suis Je veux dire, là-dessus. Je te suis là-dessus. J'en ai déjà parlé avec la personne qui a commis tes commentaires. Pour moi, c'est rentrer dans la dialectique binaire. Le CO2, c'est pas bien. Le CO2, c'est bien. Pour moi, c'est déjà une sorte d'opposition contrôlée où on perd la nuance. On perd le fait que c'est une question de nuance. C'est pas une question de tout bien, tout mal. La seule évidence qui me paraît importante à relever quand même, enfin pas la seule, mais une principale,
c'est que entre les lignes de tout ce discours sur le changement climatique, c'est appuyer sur le bouton, et c'est comme je disais, c'est une connaissance fine de la psychologie humaine, appuyer sur le bouton culpabilité, qui réfère à ce bon vieux mythe complètement claqué au sol, comme tu utilisais l'expression, du péché originel, qui est quelque chose qui n'existe pas, par exemple, dans l'islam. Tu vois, déjà, ça, c'est une chouette nouvelle. En islam, ça n'existe pas, le péché originel. Mais c'est quand même quelque chose qui fonde, je veux dire, la culture dans laquelle on est né, nous, en Europe, et qui fait que, en appuyant sur ce bouton-là, on soumet les gens à un vieux programme qui fait que les gens se sentent coupables. Et se sentir coupable, c'est la meilleure façon d'annihiler toute forme de responsabilisation. Tu vas passer de la culpabilisation à la responsabilisation, c'est devenir libre. C'est-à-dire que moi, petit être humain sur Terre, je ne peux pas changer le climat moi tout seul, mais moi, quelle est ma responsabilité par rapport à ma vision des choses et comment est-ce que moi je fais pour me sentir moins en dissonance cognitive par rapport à toutes les informations que je reçois et dont je suis bombardé par rapport à ma petite situation locale. Encore une fois, hein, je pense que tu fais référence à un certain discours qui joue sur la culpabilité. Moi, je sais pas, le discours auquel j'adhère, c'est un discours de responsabilité. C'est-à-dire, nos activités ont un impact sur la planète. Aujourd'hui, en tant qu'espèce dominante, dans l'Anthropocène, on est responsable de notre impact. Ça implique d'intégrer certaines limites, notamment les limites de la biosphère. Intégrer les limites de la biosphère, ça demande d'avoir un autre rapport au monde que la compétition pour le toujours plus. Maintenant, je ne sais pas si des gens se sentent coupables parce qu'ils entendent ça. Bah, c'est peut-être parce qu'ils sont justement dans ce schéma-là, en train de penser moi comment je vais maximiser l'argent que je peux gagner et les possessions que je vais accumuler, sans avoir une pensée ou une conscience des conséquences que ça va avoir. Mais moi, je suis pas là-dedans. Oui, on a besoin de changer de système pour intégrer les limites de notre biosphère, parce que la compétition pour le plus, c'est pas compatible avec l'intégration de ces limites. Est-ce que c'est un discours culpabilisant? Je pense pas. C'est un discours responsabilisant. On doit faire attention aux conséquences de nos choix et de nos actions, qu'ils soient individuels ou collectifs. Où est la culpabilisation là-dedans? Je suis d'accord, la manière dont toi tu l'exprimes tend plus vers une responsabilisation. Je te parle de nouveau du discours mainstream sur le changement climatique qui est tapé comme on tape sur un clou, avec un bête exemple, tu vois, mais genre toutes les cartes météo maintenant elles sont dans le rouge alors que tu regardes les cartes météo il y a 20 ans pour les mêmes températures, il n'y avait pas cette fournaise, il n'y avait pas cette imagerie de l'enfer, parce que excuse-moi, mais en termes symboliques c'est ça, tu vois. On dit qu'on rentre dans la fournaise, on dit qu'on va direct droit en enfer si on change pas de direction. Et c'est ça qui est important à prendre en compte, c'est la dimension symbolique des communications médiatiques qui sont justement la base de la manipulation, de la suggestion. L'être humain, il est rationnel qu'en surface, hein. À la base, il est animé d'archétypes, il est animé de symboles, et subconsciemment, c'est comme ça que les choses se communiquent. Après, le vernis rationnel, c'est juste un blablabla pour donner une signification plutôt scientifique à la chose. Mais à la base, l'être humain reste profondément irrationnel et ses motivations sont basées sur des mobiles irrationnels, tu vois, et que du coup, ce que je dis simplement, c'est que il y a vraiment une, une grande manœuvre d'ingénierie sociale qui est en cours, et que pour recadrer, je dirais que dans un premier temps, le phénomène qu'on est en train de vivre actuellement est lié à des paramètres qui sont pas pris en compte, ce qui n'empêche pas que l'activité humaine puisse dans un second temps avoir un effet plus ou moins aggravant ou plus ou moins bonifiant, tu vois. Je suis pas dans une logique binaire, je suis plus dans une logique de recadrer, d'amener des nuances et de remettre les choses à leur juste place, tu vois. Je sais pas si t'amènes ce que tu penses amener. Je suis pas sûr. Mais je vais élargir parce que moi en fait, encore une fois, je suis d'accord avec toi sur l'alarmisme climatique qui est ancré dans les visions de silos, où il y a que le climat, il y a que le CO2, et on va nous vendre du technosolutionnisme et du capitalisme vert, et on va se serrer la ceinture et puis on va augmenter les taxes, etc. Et ça va résoudre le problème. Je ne soutiens pas ce discours-là. Pour moi, c'est un discours qui est basé sur un mauvais symptôme. Maintenant, juste quand même, avant de déployer, une question. Est-ce que si j'alarme la société sur un risque qu'elle encourt, qui soit de nature écologique, et si ce risque est réel, est-ce que je rentre dans la manipulation? Selon toi?
parce que je vais jouer sur les peurs. Et potentiellement, des gens vont se sentir coupables. Est-ce que je rentre dans la manipulation si ce risque est réel? Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Si j'alarme, là, si je lance une alarme sur un risque que la société encourt qui est réel, est-ce que je fais de la manipulation? Oui, 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 oui. L'argument du risque est un phénomène manipulatoire extrêmement répandu. Toutes les compagnies d'assurance se basent sur cette manipulation du risque, sur l'appréhension d'un futur dont on ne connaît pas l'accomplissement et qui, il y a un risque, il faut avoir peur, donc prenez une assurance. Il y a un risque, donc il faut prendre des mesures, trucs, machin. La gestion du risque, c'est des modèles statistiques, de nouveau, on en revient à ce qu'on disait au début, tu vois. Et pour Donc, rebondir sur donc, donc, Attends, pour rebondir sur ce que vas-y, disait vas-y. un commentaire très intéressant, en fait, il y a aussi un phénomène de surresponsabilisation, et je suis d'accord là-dessus. Il y a un moment, être responsable, c'est avant tout se reprendre en main, reprendre une autonomie intellectuelle et pouvoir se rendre compte qu'en fait, on essaie de surresponsabiliser, pardon, les individus en éludant systématiquement en fait le régime des plus grosses industries qui en fait se déresponsabilisent systématiquement en faisant payer les en mutualisant les pertes et en privatisant les profits. C'est une technique basique, tu vois. Et donc surresponsabiliser le citoyen, ça participe d'une manœuvre de culpabilisation. Et faites votre tri, et faites votre machin, comme ça vous vous sentirez un peu mieux. Mais au final, je veux dire, c'est structurel. C'est quelque chose qui est structurel et qui n'est pas quelque chose que l'individu tout seul peut avoir un impact. Et je crois que là, on se rejoindra. Alors oui, il faut une action collective. Mais alors à quelle échelle l'action collective? C'est ça qui est important. Attends, mais non, mais là, si on peut juste rester sur le sujet. Donc, tu as confirmé, hein. Si j'alarme la société sur un risque qui est réel, je rentre dans la manipulation. C'est confirmé, hein. Ouais, brandir le risque, pour moi, c'est une forme de manipulation. Ouais. D'accord. Donc, quand toi, tu alarmes la société sur le risque de manipulation, tu rentres dans la manipulation aussi, puisque tu alarmes la société sur un risque de manipulation. C'est un risque qui est réel. Donc, tu rentres toi-même dans la manipulation, dans ta logique. Non, non, j'alarme pas. Je veille depuis, comme je t'avais dit, 15 ans à étudier en profondeur tous ces sujets et je déploie un narratif qui est aussi mon discours et je ne dis à personne de croire ce que je dis. Je dis cherchez vous-même, faites vos propres recherches. Et donc, ce que je fais, c'est j'essaie juste de mettre en évidence les coulisses des événements médiatiques qui sont mis en scène. Et c'est différent pour moi. C'est pas une manipulation, c'est essayer de déployer un argumentaire qui prend en compte un maximum de sources qui sont pas du tout des sources qui ont pignon sur rue et essayer d'éveiller l'esprit critique des gens. Après, c'est très difficile de nos jours parce que les gens, ils partagent n'importe quoi, ils font très rarement des recherches approfondies. Des fois, ils lisent même pas l'article qui est publié, ils voient juste le titre et puis ils le partagent parce que ça fait un bête de confirmation. Donc, on n'est pas rendu, hein, comme disent les Suisses. Mais voilà, moi, je vise avant tout à pousser à l'esprit critique, même si j'affirme des choses, c'est mon point de vue, tu vois, et puis à chacun à faire ses recherches et à de se positionner par rapport à là où il en est et aux informations dont il dispose, sans rentrer dans le schéma binaire, eux c'est les méchants et moi j'y peux rien, je suis une victime et tout ça, tu vois. J'ai pas compris la différence entre toi qui lance des alarmes en disant attention à la manipulation, attention, on veut nous imposer un système de domination autoritaire, etc. Et quelqu'un qui dit attention au réchauffement climatique, on est en train de dépasser certaines limites. Quelle est la différence? Ben, la différence, c'est que j'impose pas une parole qui dit c'est comme ça et pas autrement. Et je dis pas aux Et gens, celui qui dit attention au réchauffement climatique, il n'impose pas sa parole. ben attends, mais Il lance une moi, alarme. Il lance une alarme comme toi, tu lances une alarme quand tu dis attention à la manipulation. En quoi l'un serait plus de la manipulation que l'autre? mais en te basant sur l'argument d'autorité, de l'expertise, que voilà, c'est en train de se passer, toutes les méta-analyses le prouvent, et trucs et machins, ça c'est une forme de manipulation qui se base sur le biais d'autorité. On est d'accord là-dessus ou pas? Bah, je sais pas, quand tu te dis il y a un consensus scientifique, il y a un consensus scientifique. Après, est-ce que c'est vrai ou faux? C'est un débat, mais c'est un consensus scientifique, c'est un argument qui est solide. Toi, tu te bases sur quelle source pour dire il y a une manipulation de masse? Euh, oula. Bah, tu vois le truc, c'est-à-dire que chacun va se baser sur des sources. Ouais. Donc, moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis attention à la manipulation de masse.
Je suis pas en train de dire il n'y a pas de problème de manipulation de masse, croyez tout ce qu'on vous raconte. Je dis bien sûr, la manipulation de masse, elle est omniprésente. Que ce soit par les religions, que ce soit par le système économique, que ce soit par les systèmes politiques et idéologiques. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai pas de problème non plus avec quelqu'un qui dit attention avec la biosphère et le climat, parce que là on est en train de dépasser certaines limites. Mm. Pourquoi j'aurais un problème avec pourquoi je devrais dire ah bah parce qu'il y a de la manipulation, bah du coup toutes les alarmes sur les dépassements écologiques, elles sont plus valables. Ben, pour moi, c'est une fausse dichotomie. Les deux coexistent. Mhm. Ouais, tout coexiste toujours. Bah, après, de nouveau, la question du modèle des limites, c'est des modèles. Et en fait, Mais, on n'en sait pas grand-chose sur les mais limites de la biosphère. d'accord, mais t'as quand même, toi et moi, on a une pensée critique. Est-ce Mhm. que tu es d'accord que quand on est dans un système de croissance infinie sur une planète finie, à un moment, logiquement, surtout quand ce système est matérialiste, productiviste et consumériste, on va dépasser certaines limites. Sur un sens purement logique, je suis tout à fait d'accord. Et je te disais, ça fait un bon bout de temps que j'embrassais ce discours, entre guillemets, aveuglément, et j'avais milité, et trucs et machin. Je remets pas en question l'argument purement logique. Je dis que il y a Attends, des, on va pas, donc on est d'accord là-dessus. C'est logique qu'il y ait un dépassement, c'est logique. Est-ce qu'on voit aujourd'hui des symptômes de ces dépassements autour de nous? Est-ce que toi tu en vois? Moi j'en vois. Est-ce que toi tu en vois? moi, localement, ici, là où je suis, au Maroc, j'en vois pas. Ouais. J'en vois dans les Oh, oh. médias, j'en vois dans le discours qui est justement systématiquement en train de proposer un narratif qui est en train de montrer toutes les évidences. Ah, il y a des tempêtes, ah, il y a des tornades, ah, il y a des trucs, ah, il y a des machins. Et là, revenir sur le point principal, tu vois, c'est juste de éviter de mettre tout sur le dos de l'humain. Et ça me paraît juste important, en fait, de recadrer et de se dire, le discours actuellement, c'est de mettre tout sur l'activité humaine. Et de voir qu'il y a tout un tas de manigances qui sont en cours pour justement faire une transition verte qui repose sur justement ces mêmes pouvoirs, ces mêmes leviers de pouvoir qui sont liés à l'industrie médiatique. Et donc, je sais pas comment sortir d'une boucle parce que là, je sens qu'on est dans une boucle. Parce Non, non, qu'on mais je vais te poser. Où est le problème de dire oui, le dépassement des limites, c'est lié à l'activité humaine et notamment à un système économique basé sur la croissance infinie sur une planète finie. Je vois pas où est qu'est-ce qu'il y a de, de manipulateurs ou d'insensés à faire cette affirmation qui est logique. Ouais, je te rejoins, c'est logique, il n'y a rien d'insensé de faire cette affirmation qui provient du rapport du Club de Rome. C'est juste que de nouveau, c'est des modèles. Et les modèles, ils sont des cartes et ils sont remis en question. Et donc, à partir du moment où tu fondes un argument qui se veut être une preuve, ce qui est déjà fallacieux en termes de régime de connaissances scientifiques, tu manipules. C'est une forme de manipulation. Donc, selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rien changer? Il faut continuer sur cette voie-là? On continue Ah, sur le non, non, consumérisme, non, le productivisme? Il n'y a pas de pas, problème? Il n'y a pas pas de du problème tout. écologique? Pas Ah, du alors, tout. C'est qu'est-ce qu'on déjà. fait? Parce qu'à un moment, soit il y a un problème écologique, il faut le traiter, soit il n'y en a pas, et on peut continuer. Alors, ce que je proposerais en termes de ce qu'il faut faire, entre guillemets, c'est prendre du recul déjà, sortir de ce monologue du CO2, voir que c'est une question principalement des cycles géobiochimiques, qui sont le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'eau, le cycle du phosphore, que tous ces cycles sont interreliés, et que qu'est-ce qui défonce ces cycles systématiquement à échelle industrielle depuis 60 ans, c'est la révolution verte, c'est-à-dire des pratiques agro-industrielles qui défoncent, qui exterminent littéralement la microbiologie des sols, qui font de la déforestation, qui font du labour en profondeur, qui font qu'en fait, par voie de conséquence, oui, il y a un effet de déstructuration complète de tous les cycles. La question à se poser, c'est est-ce que ces cycles sont pas corrélés, mais sont causales par rapport au réchauffement climatique. Et là, si je me repose sur les travaux de Marcel Leroux, je peux dire que suivant ces travaux, en fait, ce phénomène de changement climatique est lié à des paramètres non humains dans un premier temps qui peuvent éventuellement être renforcés ou diminués par l'activité humaine. Et donc, c'est une question de hiérarchie de niveau d'importance, tu vois, et que l'homme se prend, selon moi, pour le nombril du monde de nouveau. Il se croit
au centre de tout, il se croit responsable ou coupable de l'activité de Gaïa, appelons-la comme ça, et que ça le dépasse complètement et il essaie de tout réduire à un niveau purement logique et rationnel et il s'enferme de par lui-même, de par cette tendance très moderne à vouloir tout emprisonner dans des modèles, il s'enferme dans une grille de lecture de la réalité qui est complètement à côté de la plaque. D'accord. J'ai pas compris si était à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Tu es d'accord qu'on est rentré dans l'Anthropocène? Définit l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est l'ère dans laquelle l'humanité devient l'espèce dominante sur la surface de la planète et une des principales forces de transformation écologique sur la surface de la planète. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. On est rentré dans l'Anthropocène. Depuis quand? Moi, je l'estime personnellement, c'est mon avis. Selon moi, c'est en tout cas rentré clairement depuis la révolution industrielle. Je pensais à la même chose en termes de prémices, on va dire, avec un effet d'accélération Donc, enfin, d'accélération exponentielle, ouais. donc, moi, je sais pas, je suis pas dans un discours, l'humain être au centre du monde. Je sais pas, je connais pas dans mes réseaux qui tient ce discours complètement débile. Ce que j'entends, c'est notamment, c'est aujourd'hui, on a une responsabilité collective face à une crise écologique que nos activités ont engendrée. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système consumériste, accro à la croissance, basé sur la compétition pour le toujours plus, qui n'est pas compatible avec les limites de la biosphère. Moi, c'est le discours sensé que j'entends. Je sais pas sur quel discours tu te branches, mais moi, je suis pas sur les discours que dont toi tu parles. Et dans Ben, les réseaux dans lesquels je suis, personne ne tient le discours dont tu parles. Peut-être tu vas l'entendre au World Economic Forum, peut-être tu vas l'entendre, je sais pas, de la bouche de certains politiques, etc. Mais personne dans les mouvements écologiques ne parle de cette, ou très peu de gens, les mouvements écologiques soutiennent cette vision-là. C'est une vision effectivement politique, économique, qui détourne la crise écologique pour en faire une arme d'ascension politique et économique. mais dans ce que je viens d'entendre, dans ce que tu viens de dire, il y a quand même que le réchauffement climatique serait lié exclusivement, principalement, à l'activité humaine de cause anthropologique. Et donc c'est dans ce sens-là que je dis que l'être humain se prend pour le nombril du monde. Donc dans ce que En tu fait, viens de dire, il y a exactement ce que je disais avant. moi, je ne sais pas pourquoi tu ramènes ça au changement climatique. Moi, je le dis toujours. Hein, quand j'ai un public climato-sceptique, je leur dis toujours que le changement climatique soit avéré d'origine anthropique ou que ça soit un complot pour asseoir certains systèmes politiques et économiques, les causes profondes du problème restent les mêmes. Donc en fait, moi, tu vois, en bout de ligne, je m'en tape du réchauffement climatique. Pour moi, c'est s'il existe vraiment, et je pense qu'il existe à cause du consensus scientifique, ça reste un symptôme du problème. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de traiter les racines du problème. Donc ça, pour être clair. Donc quand je parle de crise écologique, de dépassement des limites planétaires, je crois que c'est une réalité parce que c'est logique, parce que j'observe les symptômes de ce dépassement dans ma vie de tous les jours. Euh, En fait, je parle de symptômes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les causes profondes. Et quand j'en viens quand je regarde les systèmes de manipulation, quand je regarde le dépassement, qu'il soit écologique ou sociaux, quand je regarde les conflits géopolitiques, ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours les mêmes causes profondes. Et moi, ce qui me navre un petit peu, c'est que quand j'entends un discours qui va s'axer sur c'est de la manipulation, attention, attention, le changement climatique, c'est de la manipulation pour assouvoir des pouvoirs, ou un discours qui dit attention, le changement climatique, c'est la priorité, il faut absolument le combattre. J'entends en fait deux discours limitants qui se font miroir l'un et l'autre et qui passent complètement à côté de l'essentiel. Yes, ok. Et donc, si tu pouvais résumer au niveau des causes profondes, comme ça, tu donnes Ouais, ton vraiment, je point vais de vue devoir là-dessus. résumer et un état de dissociation traumatique structurelle qui nous maintient dans des peurs et des croyances qui appartiennent au passé, qui sont plus du tout adaptées à notre époque, dans un état d'être égotique confondu avec une nature humaine immuable qui est exploité par tout un tas de systèmes politiques, économiques et institutionnels.
Ok, je te suis là-dessus. Moi, je reformulerais autrement en disant que c'est ce sentiment fallacieux de séparation entre la nature et la culture. Et que là, de Ça en fait nouveau, partie. c'est... Pardon, Et donc, excuse-moi, mais excuse-moi. pour moi, c'est vraiment le nœud du problème, dans le sens de cette dissociation nature-culture, humain-non humain, nous fait croire que la culture humaine est à l'origine d'une transformation de la nature. Sauf que quand tu prends le point de vue englobant, tu te rends compte que la nature et l'humain et la culture, en fait, coexistent dans un sens inclusif, que la nature englobe la culture. Et que du coup, c'est un peu le principe de, attends, comment il s'appelle, Homo domesticus, du Scott, qui est un gars qui a sorti ce livre un peu en mode provocatif, enfin provoquant. Il disait, mais en fait, c'est pas la nature, c'est pas l'homme qui a domestiqué la nature, c'est l'inverse. Donc, il y a à nouveau un juste milieu, mais ça met en évidence, selon moi, ce régime complètement dissocié de l'homme par rapport à son environnement, et il se prend pour le nombril du monde de nouveau, en croyant que c'est ses actions qui transforment la nature, alors que c'est la nature elle-même qui prend forme humaine dissociée, qui se transforme elle-même. Donc, à partir de ce point de vue-là, en fait, il n'y a plus aucun problème de culpabilisation, puisque on se rend compte que l'homme est profondément irresponsable devant ce qu'il dépasse et que sa manière justement de se responsabiliser en tant qu'individu construit socialement, c'est de faire ce profond travail de déculpabilisation, de se détacher de toutes ces vieilles croyances, de ces vieux mythes qui sont liés, entre autres, comme je disais, à cet épisode du péché originel. On soit soi-disant, on peut être chassé du paradis. Et je veux dire, le début de l'histoire, c'est lié justement aux Écritures. Et que petit à petit, l'être humain est passé à travers justement des institutions type cité-État qui ont posé les bases de ce qu'on connaît maintenant comme les États-nations et tout ce qui s'ensuit, de sortir en fait de cette grande hypnose de l'histoire qui est centrée sur l'être humain, parce que c'était une sorte de petite période, enfin petite relativement parlant, de quelques milliers d'années, où on est en train de sortir de cette période en se disant que en fait l'histoire c'est un narratif. Et il y a une histoire, pour reprendre ce que disait Balzac, il y a une histoire officielle qu'on nous apprend à l'école, qui est menteuse, et puis il y a l'histoire profonde, occultée, qui est honteuse. Et c'est justement à partir de cette dialectique historique entre les causes profondes et les causes, on va dire, superficielles, qui sont systématiquement centrées sur l'action humaine. Mais l'action humaine, elle répond à quoi? Elle répond à des motivations qui sont inconscientes, qui sont pas de l'ordre de son libre arbitre, sauf dans des cas exceptionnels, où une personne peut rebrancher avec ce qu'on appelle ce mystérieux libre arbitre. D'accord. Je pense que juste pour répondre sur la notion de séparation, de cette illusion de séparation Mhm. entre l'humain et la nature, mais aussi entre les humains entre eux, c'est-à-dire qu'on se sent séparés les uns des autres. On n'a pas la même religion, on n'a pas le même pays, on n'a pas la même entreprise, on est séparés. C'est une illusion. On est d'accord. Par contre, il y a un Mhm. autre élément qui, pour moi, me paraît fondamental dans les conséquences de cette illusion de séparation et des récits que ça nourrit. C'est aussi une manière de considérer la nature comme un dépotoir, comme une ressource, purement comme une ressource, et non pas comme quelque chose qui fait partie de nous, qui a engendré le rapport au monde qui pose problème. Donc c'est pas juste un problème de se sentir au centre du monde, c'est un problème de quel rapport je vais avoir à ce que je considère comme ne faisant pas partie de moi. Et donc Mhm. je vais me permettre de négliger parce que je considère que le négliger n'est pas sans n'est pas n'a pas de conséquences sur moi. Parce que ça c'est quelque chose qui est fondamental dans cette illusion de séparation. Et Mhm. d'ailleurs, que ça soit avec la nature ou que ça soit avec l'humain, parce que la manière dont on se traite les uns les autres entre humains, elle est aussi symptomatique de cette illusion de séparation. Ouais, bien sûr, c'est une Exploiter, réverbération d'une certaine manière. voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le problème, c'est que quand on est dans cette illusion de séparation et qu'on combine les qu'on démultiplie les conséquences de cette illusion parce qu'on est en train d'être dans une prolifération technologique et industrielle sans précédent, ben ça crée quelque chose de profondément dangereux. Et je pense que de le dire, c'est pas culpabiliser les gens en disant vous avez vu comme on est mauvais, ah là là, on est. C'est simplement de dire et aujourd'hui on est à une ère où on a besoin d'une prise de conscience notamment de cette fausse illusion de séparation et de ses conséquences
sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Parce que si on ne se réveille pas, effectivement, ça risque de faire très mal. Et je pense que quand je dis ça, je ne suis pas en train de manipuler les gens. Pourquoi? Parce que le risque est réel. Si on continue dans cet état égotique avec une prolifération technologique exponentielle, je vois pas comment ça pourrait bien se finir. Et là, l'idée n'est pas de rentrer dans la culpabilisation, l'idée est de rentrer dans la responsabilisation. Parce que en tant qu'être humain, aujourd'hui, espèce prédominante et technologiquement avancée, on a besoin d'évoluer en conscience. En fait, la technologie, c'est comment dire? C'est comme si on donnait une espèce animale qui a des capacités cognitives qui lui permettent d'accéder à une technologie, ceci en augmentation exponentielle. C'est un petit peu comme un enfant à qui on donnerait des jouets et des armes de plus en plus puissantes. Si cet enfant il se responsabilise pas, s'il évolue pas en conscience, il va se passer quelque chose de dramatique. Et je pense pas être dans la manipulation quand je dis ça. Je pensais tout simplement dire, ben voilà, aujourd'hui, il faut qu'on ouvre un petit peu les yeux sur ce qui est en train de se passer et qu'on arrête de se raconter des histoires, parce que si on continue à se raconter des histoires et à rester dans cet état d'être égotique, ancré dans la dissociation traumatique, les conséquences vont être dramatiques. Ouais, trois choses. Dans un premier temps, les conséquences sont déjà dramatiques. C'est du drama partout, tout le temps. C'est juste que c'est une manière aussi de créer du drame. Deuxièmement, l'éveil des consciences, je ne vois que ça autour de moi. Il y a que justement l'empire, enfin le fait que la situation empire crée des éveils de conscience. C'est une sorte de règle empirique qu'on doit toujours attendre d'être au bord du gouffre et parfois de tomber pour se rendre compte qu'on tombe. Donc, ça, c'est ce que je te disais dans un vocal en privé, tu vois. Les choses vont de plus en plus mal et en symétrie, les choses vont de mieux en mieux. Il y a une sorte de surabondance de grâce qui répond à l'assèchement spirituel de nos sociétés. Et ça, c'est quelque chose qui, justement, permet de comprendre que quand les choses vont empirer, de l'autre côté, elles vont s'améliorer. Et troisième chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, moi, personnellement, ce que je fais, c'est de l'agriculture régénérative. Mais pas pour transformer le climat, parce que moi, simplement, en tant que petit être humain sur Terre, j'ai envie de veiller à la microbiologie des sols, à tout ce peuple invisible qui fait un travail 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'on lui demande quoi que ce soit, et qui fait son travail, et donc donner une maison accueillante à ces micro-organismes, et donc de veiller à la microbiologie des sols, pour prendre un exemple. C'est pour moi quelque chose qui m'anime ici. Après, dans un autre niveau, c'est créer des modèles socio-économiques, des modèles d'entreprise qui réintègrent les les trois piliers de la réalité d'après les, euh, comment ça s'appelle, économie sociale environnementale. Je sais plus c'est qui a développé ce modèle-là, tu vois. Et c'est simplement de réintégrer l'économie au social, de faire du socio-économique réintégré dans son environnement, sachant qu'il y a un environnement économique, un environnement social et un environnement naturel. Et donc, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est développer des nouvelles manières de créer de l'alimentation, de produire de l'alimentation dans le respect des écosystèmes, dans leur pluralité, dans leur biodiversité, et d'arriver à développer des modèles qui sont soutenables et en même temps compétitifs. Et là, c'est exactement le gros piège dans lequel tout le monde tombe, c'est ouais, mais l'agriculture biologique, enfin déjà pour moi c'est questionnable, c'est pas rentable. Sauf que toute la révolution verte est basée, enfin pas que la révolution verte, mais toutes les industries les plus polluantes sont entre guillemets compétitives parce qu'elles sont subventionnées. Tu retires les subventions, c'est même pas rentable, c'est pas compétitif. Donc tu vois, c'est déjà arrêter de se coller sur les paramètres d'une économie qui est biaisée par le régime de subvention, qui en plus la subvention c'est le public, c'est monsieur, madame, tout le monde qui paye. Donc il y a un moment, c'est ça que je veux dire, c'est se responsabiliser, c'est ouvrir les yeux sur les mensonges continuels qu'on nous balance et de remettre en question à la racine en fait le mensonge central sur lequel est basé tout un argumentatif. Sinon, tu rentres dans l'argumentation pour contre et tu rentres dans le jeu dialectique qui fait que si tu neutralises pas le mensonge racine, et là, il y a plein de mensonges racines à tous les niveaux et il y en a un qui est la racine des racines, qui est sans doute ce phénomène de cette illusion de séparation.
il faut remettre en évidence. Mais dire ça, c'est un peu genre dire un truc hyper général que tout le monde sait, mais après voir comment ce phénomène s'applique au niveau interpersonnel, au niveau des relations humain-nature, au niveau des relations entre ce qu'on appelle les élites et le petit peuple qui se fait gentiment instrumentaliser, hypnotiser depuis des décennies avec une science d'ingénierie sociale qui est devenue vraiment une forme de magie. Et donc de sortir de tous ces phénomènes hypnotiques et de petit à petit retrouver son autonomie, à pouvoir aussi se rendre compte, ah là je suis en train d'être hypnotisé, ah là je suis en train de rentrer en transe, ah ok je me rends compte. C'est ça qui est fondamental pour moi dans le contexte actuel, c'est que l'être humain en tant qu'individu se rende compte de son phénomène de créer des masses, tu vois, c'est comment créer des masses, c'est exactement le principe que Arendt a développé, que Mathias de Smet a redéveloppé aussi. Le phénomène de totalitarisme crée des masses par propagande, par suggestion hypnotique. Et donc, c'est sortir déjà de ce phénomène d'hypnose. Et puis, c'est de deux, se poser la question, OK, moi, ici, dans mon environnement, par rapport aux informations que j'ai à disposition, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de créatif, d'original pour me sentir en joie? Qu'est-ce qui me rend joyeux, en fait? Et pas de être là, mince, il y a cette pression de l'extérieur qui me force à faire quelque chose, parce que cette pression extérieure, elle est liée à cette autorité qui s'impose avec des arguments, avec des discours qui hypnotisent et qui fait que quand tu agis quand tu agis sous hypnose, tu n'es pas souverain à bord, tu vois. Ouais, Et d'accord. retrouver ta souveraineté. Mais après, le discernement, c'est de savoir quand est-ce que tu agis sur la base d'une prise de conscience et quand est-ce que tu agis sous hypnose. Mais Et c'est là, exactement ce que je attention, viens de dire. parce que l'hypnose, elle est, je veux dire, elle est à des niveaux multiples. Elle est dans l'inconscient collectif et elle se part des meilleures intentions. Et donc attention quand on met en garde sur le risque des hypnoses de ne pas être soi-même dans un état d'hypnose et de ne pas être soi-même hacké par certains systèmes égotiques qui n'ont même pas conscience d'eux-mêmes. C'est exactement ce Donc que je viens de dire, c'est être conscient soi-même quand on rentre dans cet état d'hypnose qui est très subtil et qui se manifeste très distinctement dans le corps à partir du moment où chacun fait le travail de reconnexion au corps et de voir comment la tête s'isole, a été présentée comme une sorte de d'hypostase du corps qui fonctionne un peu comme le dualisme cartésien, tu vois, l'esprit et le corps, maintenant c'est la tête et le corps, et ben c'est nouveau une forme d'hypnose et donc quand la tête fonctionne en roue libre sans être connectée aux sensations du corps, ben, c'est là qu'il y a justement le problème d'auto-suggestion, de auto-hypnose. Mais quand tu rebranches, enfin ça c'est ma méthode, après il y a peut-être d'autres méthodes, mais je veux dire c'est prendre conscience de quand est-ce que tu es déconnecté du corps, quand est-ce que tu rentres dans ce phénomène, je sais pas comment l'appeler, euh, mental au mental ou une sorte de discours refermé sur lui-même qui tourne en boucle. Et à un moment, c'est retourner aux sensations et de recadrer à chaque fois systématiquement quand tu sens que, attention, là, je rentre dans un discours automatisant, un peu machinal. Ok, là, maintenant, hop, je me reconnecte au corps. Là, je me sens, ok, là, ça va, je me sens détendu, aligné dans ce que je dis. Et il y a là, on y va, tu vois, jusqu'au prochain moment où, hop, ça va repartir dans une ornière. Et c'est ça, c'est une attention de chaque instant, c'est une conscience qui demande à être renouvelée à chaque instant. Et ça, c'est le travail qui est pour moi fondamental à faire. oui, c'est le travail de l'intégration des parts d'ombre. D'ailleurs, tu as dit quelque chose dans ton discours qui, moi, me semble être symptomatique. Tu as dit il faut être compétitif. Euh, Compétitif par rapport à quoi? Ouais, non, ce que j'ai dit, c'est de pas rentrer dans le narratif de la compétition par rapport à des modèles complètement baisés. Ce que je dis dans la compétition, mon avis sur la compétition, c'est sortir de la compétition qui cherche à battre l'autre, mais rentrer dans l'émulation. Et de voir que l'autre, en tant que modèle, m'inspire le meilleur de me dépasser moi-même. Et selon l'approche de René Girard, c'est passer de la rivalité externe avec je sais pas moi, un match de boxe, t'as envie de défoncer l'autre parce que t'as envie de gagner, ou la rivalité interne où il y a des modèles dans l'humanité qui sont tellement dans la représentation qu'on s'en fait, qui sont tellement loin en fait de cette idée de vouloir le battre. Je prends l'exemple, tu vois, mais des figures prophétiques. Je prends l'exemple de Krishna dans la Bhagavad Gita. C'est des modèles qui sont tellement
idéalisé qu'en fait, il n'y a pas de se battre contre. C'est une émulation. En fait, ce modèle me pousse à me dépasser moi-même. Donc, c'est dans ce sens-là que je dirais de transformer la compétition horizontalisée à quelque chose qui veille à toujours se dépasser soi-même. Mais de nouveau, ça, c'est une logique égotique, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a à dépasser? C'est l'ego qui se raconte des histoires pour se dire, ah, je vais me dépasser, je vais me dépasser. Et c'est une tendance qui tend vers la perfection. Sauf que la perfection n'est pas de ce monde et l'humain est parfaitement imparfait. Et à partir du moment où il peut se réconcilier avec ce paradoxe, il peut y voir clair et se dire, OK, en fait, je fais de mon mieux, et puis je me casse la gueule comme un bébé que j'ai été, il s'est cassé la gueule combien de fois avant de pouvoir marcher. Il y a un moment, je me casse la gueule, c'est bon, j'ai comment dire, dans ce cas-là, j'ai pas un parent, on a nous-mêmes c'est nos propres parents, mais c'est se dire, OK, je me prends en main, je me relève, j'arrête de chialer, et je continue, et je vais peut-être me repéter la gueule, on sait pas, mais je vais me relever, et je vais peut-être me faire mal, c'est pas grave, mon corps va guérir, et on y va, quoi, on a confiance dans cette démarche d'apprentissage continuel de la marche, mais pas une marche au sens physique, une marche au sens psychospirituel, du coup, tu vois. D'accord, non mais c'est bon, j'ai compris. C'était juste pour, mais je suis relativement d'accord. Même si j'ai pas une vision binaire sur la compétition, pour moi, c'est quand est-ce qu'elle permet de faire des choses qui sont désirables et quand est-ce qu'elle devient toxique. Mmh. En prédominant, on doit avoir la collaboration avec la compétition quand c'est agréable, quand c'est fun, quand ça permet de nous dépasser, etc. Écoute, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que déjà ce que tu fais, c'est très sain dans la régénération des sols et l'agriculture régénérative, mais ça fait particulièrement, ça fait complètement partie de la transition. Et je vois pas en quoi ça rentre en opposition avec le besoin d'une intégration des limites de la biosphère et d'une transition plus écologique ou régénérative. Moi, j'aime pas parler de transition écologique parce qu'encore une fois, tout comme il peut y avoir une vision silo sur le climat, peut y avoir une vision silo sur l'écologie, et on s'oublie dans cette équation. Je pense que la régénération, ça inclut l'humain, ça inclut l'intégration de tout un tas de traumas, la guérison de tout un tas de traumas passés, notamment collectifs et intergénérationnels, l'évacuation de tout un tas de peurs qui sont plus du tout adaptées, la déconstruction de tout un tas de croyances qui sont limitantes ou destructrices, et euh, la transformation de nos cultures et de nos systèmes de société. Euh, tout ça pour dire que en bout de ligne, j'ai l'impression qu'on est, dans le fond, plutôt d'accord sur l'essentiel et en chamaillerie sur des broutilles. Et moi, vraiment, je le dis autant aux climato-sceptiques qu'aux climato-alarmistes. Vous vous fritez sur des broutilles. Parce que ce soit un cas comme l'autre, ça reste un symptôme. Et ce qu'il va falloir faire, c'est traiter les causes profondes. Ouais, d'accord. Moi, Alors, ça me va de finir là-dessus. Ça me va de finir là-dessus. Par contre, ouais, quand même, personnellement, moi, je partagerai pas des documentaires qui rentrent qui partagent des visions. Tout comme je partagerai pas des documentaires climato-alarmistes, je partagerai pas des documentaires climato-sceptiques. Parce que pour moi, c'est du même niveau. ouais, mais ça, c'est Ça fait plus l'étiquette. partie du. C'est l'étiquette que tu as mis sur le documentaire L'Agenda qui tendait juste simplement à mettre en évidence que la manœuvre d'ingénierie sociale se repose sur tout un tas de stratégies qui sont déployées depuis des décennies, tu vois. Et donc après, c'est nouveau, c'est pas prendre tout comme du pain béni, et c'est faire soi-même ses propres recherches. Je rajouterais juste pour conclure, c'est que alors il y a la question de comment rendre une communication efficace. Parce qu'il y a un moment, tu avais partagé quelque chose, c'était un peu dans une phase difficile, tu disais, bon voilà, moi j'ai essayé, je vois que ça avance pas, qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus efficace? Mais c'est ça la question principale, tu vois, c'est comment, si tu veux transformer les gens et transformer le monde, en tout cas les pousser à se transformer, c'est comment faire en sorte que ça arrive. Et pour moi, l'argument de tout expliquer logiquement, rationnellement, ça sert à rien. J'ai essayé ça pendant des années et je continue parfois à le faire. Mais ça change pas les gens, en fait. Quand tu leur parles à leur tête, c'est une porte d'entrée. Mais après, il y a d'autres moyens de pousser à une transformation chez les gens.
qui n'est pas simplement de balancer tout un tas d'études, tout un tas de choses. Ça, c'est un peu le principe de la collapsologie où les gens s'enferment dans des études, ah, tout va s'effondrer, les trucs, et c'est la panique. Et à un moment, ça, c'est la tête qui se dissocie, tu vois. Et puis de descendre, de passer dans un mode plus pédagogiquement efficace, on va dire. C'est ça qui est la question centrale alors à partir de ce moment-là. Comment rendre notre action plus impactante, pour reprendre des termes un peu à la mode, tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais et encore une fois, je pense que chacun a un rôle à jouer et il n'y a pas une solution ultime qui est la solution à suivre. C'est plus quelle est la pierre que moi j'amène à l'édifice, Mhm. qui va se mélanger avec les autres pierres et qui va permettre de créer cette cathédrale ou cette œuvre collective qui sera l'entrée vers un nouveau monde de conscience et la sortie d'un ancien monde égotique qui, Yeah. euh, qui, qui, qui n'a pas d'avenir. Yes. Et je dirais alors là, à partir de ce moment-là, c'est apprendre à naviguer dans l'incertitude et sortir de cet ancien monde, parce que ce que tu appelles le nouveau monde, il sort justement de cette logique de on va tout comprendre, c'est grâce à la logique qu'on va tout résoudre. Non, c'est apprendre à surfer dans la complexité et l'incertitude et de renouer justement la raison, l'intuition fonctionnent ensemble. Et ça, au niveau collectif, on en est très loin. Après, ça dépend de quel niveau de collectif tu parles. T'as le collectif, t'as la famille, t'as le collectif, le quartier, t'as le collectif, l'Occident. Je veux dire, c'est ça qui est important, c'est voir quel est le seuil à partir duquel en fait on s'épuise en énergie qui alimente en fait une conscience de groupe qui est systématiquement tirée vers le bas, tu vois. Et donc petit à petit, c'est réduire sa voilure, c'est faire déjà, comme on dit, le travail de balayer devant sa porte, et puis c'est essayer de toucher un groupe plus restreint avec qui il y a des relations fortes et pas des relations lâches de type strictement intellectuel, avec en plus l'effet réseau où on communique sans se voir, sans s'entendre, tu vois, et de recréer localement, en fait, par exemple là où tu es à Bali, de recréer des dynamiques de transformation concrètes sur le terrain et de petit à petit faire le travail chacun de son côté, mais en même temps connecté, tu vois. Ouais, mais je suis entièrement d'accord. J'ai pas de, j'ai rien à redire. C'est oui. Mhm. Et encore une fois, j'ai envie de dire, il y a vraiment plein de manières de le faire. Donc, Mhm. il y a pas une méthode. Donc, je sais pas. Je pense à des lanceurs d'alerte, à des penseurs systémiques euh, qui partagent à grande échelle, tout en agissant sur le terrain, l'un n'empêche pas l'autre. Et je trouve qu'ils font un boulot super intéressant. Et par contre, je serais pas aussi pessimiste sur voilà le potentiel de transformation de la connaissance et de l'information, parce que moi personnellement, c'est en ayant accès à certains travaux, à certaines pensées, à certaines réflexions, que moi-même je suis sorti de mon ancien parcours tout tracé de carrière en multinationale pour me lancer pleinement sur la voie de l'éveil et de l'expansion de la conscience humaine. Donc, euh, donc je ferais quand même attention de pas. Voilà, je pense juste que ben, chez certaines personnes, c'est adapté, c'est leur mojo. Ils ont ça. Ça fait partie de euh, La spécificité, de leur relation. personnalité, de leur spécificité. Mhm. Et pour d'autres, c'est pas du tout ça. Donc c'est pas parce que ça marche pas pour moi que ça va pas forcément marcher pour un autre. Donc D'accord. je mettrais aussi un petit peu en garde là-dessus en disant bah ça va pas marché pour moi, donc c'est pas une bonne méthode. Non, pas forcément. Je suis d'accord, À ça. chacun de trouver sa voie. Ouais. Exact. Je disais juste que c'est une porte d'entrée. Pour moi, ça a été une porte d'entrée aussi. Après, ça a été une grosse prison aussi. Et donc, c'est se rendre compte que ce qui à un moment est utile peut devenir une entrave. Et c'est à chaque Mais fois bien sûr, où on en est, quoi. mais bien sûr. Et ça c'est l'évolution. Ouais, écoute, j'ai rien de plus à ajouter. Je pense que encore une fois, je pense qu'on a pu poser nos perspectives. Dans le fond, il me semble qu'on est plutôt d'accord. Mhm. C'est en surface il y a certaines choses qui apparaissent un petit peu en désalignement ou des perspectives qui sont voilà, qui sont pas parfaitement alignées. Bah oui et non, dans le sens, ce que j'essaie d'expliquer en termes de hardcore science, là, on n'est pas du tout d'accord, en fait, sur le modèle de la science actuelle, comment il est instrumentalisé. Là, on n'est pas d'accord. Après, sur d'autres choses, on est tombé plus d'accord, quoi. Et c'est pas que superficiel, tu vois. Le discours scientifique domine actuellement
le monde. Et donc, à partir du moment où ce discours est basé sur une épistémologie fallacieuse, c'est éminemment important pour moi de le mettre en évidence et un peu se creuser les neurones et un peu faire ces recherches pour comprendre, en fait, l'énorme régime fallacieux sur lequel reposent, en fait, les affirmations scientifiques de preuves scientifiques qui sont, en fait, qui relèvent du scientisme. Alors, moi, je pense que la science matérialiste dans laquelle on est, elle est très bien pour expliquer les phénomènes physiques et potentiellement climatiques. Donc, j'ai pas de problème avec ça, avec cette prétention à le faire. Par contre, pour moi, le problème n'est pas cette science-là. Le problème est quand elle devient dogmatique, c'est-à-dire quand elle prétend répondre à tout et qu'on oublie les autres aspects qui sont philosophiques, qui sont socio-psychologiques, et qu'on rentre dans une vision purement matérialiste du monde, qui pour moi est forcément réductionniste et qui, si elle permet de faire les constats, ne permet pas d'apporter des réponses sur comment gérer les constats qu'on fait. C'est peut-être vraiment la différence, tu vois, c'est que je remets pas en question la science matérialiste dans sa prétention à expliquer les phénomènes physiques. Je la remets en question dans sa prétention à trouver toutes les réponses aux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Ouais, là, je suis d'accord avec ce que tu dis aussi, ouais. Bah écoute, bah si ça te va, moi ça me va. On peut finir. Merci à ceux qui ont eu l'envie, l'intérêt de nous écouter. J'ai vu voilà, il y a des avis qui sont différents. Moi, dans tous les cas, si j'ai un conseil à donner à tout le monde, gardez un esprit ouvert et allez voir ce que disent les gens qui ont qui n'ont pas le même avis que vous. Ah, exactement, j'allais le dire. Et franchement, par expérience, hein, parce que pour être quand même proche des milieux écologiques, j'entends très peu le genre de discours du capitalisme vert, etc., dans ces milieux-là. J'entends un discours qui est très proche du discours que tu as donné, ou du moins qui va dans cette direction, que tu as donné toi à la fin. Donc, je sais pas si ça vaut le coup de se taper sur la tronche, alors que dans le fond, on est plus d'accord, il y a plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Mhm. Bah, c'est pas parce qu'on discute de manière, on va dire, sur forme de débat qu'on peut pas être d'accord sur l'essentiel et que je crois que de ton côté, tu fais ce que tu as à faire, de mon côté, je fais ce que j'ai à faire et les gens font toujours ce qu'ils ont à faire et tout est bien dans le meilleur des mondes au final. Oui, 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 bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, j'observe des armures mentales des armures mentales et émotionnelles qui se créent et qui vont vraiment diviser quand une personne émet un point de vue. Si par exemple je parle de réchauffement climatique devant un public climato-sceptique, on va tout de suite me cataloguer. Ah lui il est manipulé. Ah bah lui ça y est c'est un mec qui va nous sortir le. Alors qu'en fait j'ai pas du tout ce discours-là. Et ça me navre un petit peu de voir les a priori qu'on peut avoir très rapidement quand il y a une partie du discours de quelqu'un qui va toucher des croyances qui nous sont précieuses et où on va rejeter toute la pensée, tout le discours de cette personne sans avoir vraiment pris le temps de comprendre de quoi il retournait vraiment. Ouais, ce bon vieux argument ad hominem et jeter le bébé avec l'eau du bain, tout ça, classique. C'est ça, Classique. c'est ça. Ouais. En tout cas, voilà, moi dans mes conférences, quand j'ai ce genre de retour, je dis, on va pas se battre là-dessus. Vous allez voir que l'on parle de complot mondial pour instaurer une dictature ou que l'on parle d'un dépassement des limites planétaires, c'est les mêmes causes profondes. Je le répète parce que c'est tellement fondamental. Arrêtons de nous battre sur les symptômes, retrouvons-nous sur les causes profondes. Parce que là, il y a du potentiel. Ouais, alors ça peut être résumé en un mot, c'est ignorance. Avec deux mots, ignorance, mensonge. Ouais, mais il y a aussi comprendre d'où vient comment cette ignorance est nourrie, souvent inconsciemment,
Mhm. Comment cette inconscience est nourrie, et notamment parce que la prise de conscience, elle fait mal, parce que ça Mhm. oblige notamment à déconstruire tout un tas de fausses certitudes, ça oblige à se confronter à des peurs, à des traumatismes profonds. Donc il y a aussi tout un mécanisme psychologique qui fait que cette ignorance est choisie malgré ses effets délétères sur nous et le réel qu'on partage ensemble. Ouais. Bah, ça fait mal et en même temps, ça fait tellement du bien, tu vois. Ça fait quand même se sentir plus léger et de systématiquement mettre le doigt sur cette manie de tout transformer en logique, de tout se baser sur le logos, tu vois, ça fait partie pour moi aussi des gros symptômes de notre époque, qui est pas du tout adressé. On vilipende encore les discours qu'on appellerait mythiques, qui sont liés à des éléments imaginaires, fictionnels, alors que nous, c'est une grosse dissociation qui est liée à l'émergence du logos, de la raison, qui petit à petit a renvoyé tout ça dans un passé obscurantiste et compagnie. Et c'est ça qui est en train de se jouer pour ce que tu appelles le nouveau monde, tu vois. C'est de réconcilier le mythos et le logos. C'est réconcilier à la racine ce qui a été dissocié par un phénomène plurimillénaire et qui remonte à très loin. Et sans comprendre ça, sans comprendre la philosophie des sciences, pour quelqu'un qui est plutôt branché sur une compréhension intellectuelle des choses, c'est mal barré, tu vois. Après, t'as d'autres personnes, ils s'en foutent de ça, ils sont branchés directement au corps. Ils n'ont pas besoin de comprendre les choses à ce niveau-là pour se sentir léger et pouvoir se sentir joyeux dans leurs actions au quotidien. D'accord, Ça, mais t'as pas c'est non plus chacun. besoin de, il y a pas besoin de sacrifier la logique pour avoir une spiritualité. Euh, C'est pas une question de sacrifice, donc, c'est une question de l'intégrer et de la réintégrer dans ce qui l'englobe. L'englobement, c'est l'imaginaire. Le logo, c'est une sécrétion de l'imaginaire, de mon point de vue. C'est la d'accord, conclusion à mais moi laquelle tant je qu'on suis. place l'imaginaire dans la catégorie imaginaire et pas dans la catégorie réelle, moi ça me va très bien. Mais de nouveau, le réel, c'est un ensemble unique qui comprend tout et qui intègre tout. Et donc là, de nouveau, faut voir de quel réel on parle. Tu parles des niveaux de réalité ou du réel unique? Il y a pas, il y a la réalité qu'on partage ensemble. Voilà, la réalité de cette planète et de ce qu'on peut percevoir de l'univers. Parce que Ouais. après, dans l'imagination, moi, je peux aller loin. Je peux te dire, l'univers a été créé par une licorne verte. Elle va revenir dans 10 ans. Et si vous vous soumettez pas au dogme de la licorne verte, elle va tous vous massacrer. Bah oui, mais c'est ça, Bon, c'est faire la oui, c'est un distinction. imaginaire, mais bon, c'est complètement débilos. Donc, C'est faire la la logique va distinction. permettre de se rendre compte que c'est complètement débilos. Mais c'est faire la distinction entre justement l'univers sémantique dans lequel on partage. C'est un peu ça la grosse confusion, c'est que l'homme actuel vit dans une sorte de dimension alternative qui est sémantique et qu'il y a l'instant présent qui n'est pas justement exprimable, qui est antécédent à tout ça. Et il y a un petit point d'accès qui comment dire, a été caricaturé en disant imaginaire. Mais réformer l'imaginaire et lui redonner son, comment dire, sa fonction d'entre-deux, c'est ça qui est important pour moi, pour l'homme d'aujourd'hui, pour pouvoir enfin s'oublier dans le silence à partir duquel émerge justement cette première formation de la réalité qui correspond à l'imaginaire. Et puis ensuite, il y a Mais le discours logique qui ouais, formalise l'imaginaire. ouais. Je t'ai En tout perdu. cas, voilà. Moi Pas perso, grave. l'imagination est logique, son rôle est logique aussi. Je ressens pas l'obligation de sacrifier la logique pour accéder à des imaginaires. Non, je te Par parle contre, d'intégrer. Je te parle pas de par contre, sacrifice, je te je parle me d'intégrer. sens, je sens l'importance de garder la logique pour ne pas confondre imaginaire et réalité. Mhm. Parce que ça peut être Ok. problématique. C'est un schéma que j'appellerais psychotique. Ouais, bien sûr. Mais bon, à nouveau, bon, c'est pas le moment de traiter ça, mais c'est quoi le qualificatif psychotique? C'est quoi le qualificatif schizophrène? Et ça, c'est un autre sujet très intéressant aussi. Ouais, c'est quand on a pour moi, hein, c'est quand on a une vision, une croyance qui est décalée du réel. C'est-à-dire, on est victime d'une illusion qui va vraiment nuire à notre rapport à la réalité. Ouais. Et Là, autant te dire que des psychoses collectives, on en a foison. Parce que sinon, on serait pas en train de voir tout ce qu'on voit aujourd'hui sur la surface de la planète. Donc mais voilà. ouais, la société est une forme de psychose collective. Et je crois que voilà, on peut rester là-dessus. On est juste par accord sur notre rapport à la réalité, l'articulation entre le réel et les niveaux de réalité. Et voilà. On peut- Ouais, je suis d'accord, mais en fait, c'est une psychose collective parce qu'on n'en a pas conscience.
C'est-à-dire que si on avait conscience que c'était des constructions sociales et des récits, etc., ça serait plus de nature psychotique. Le problème, c'est quand ces constructions sociales et ces récits prennent la place du réel dans notre psyché. Et c'est là Mhm. que ça devient un schéma psychotique, selon moi. Mais on ouvre une autre boîte de Pandore. Ouais, Donc on va effectivement. on va peut-être en rester là parce que ça demanderait Ouais. une autre conversation. Ouais, alors question pratico-pratique technique. Comment on enregistre ce truc pour que je te l'envoie? Tu vas dans activité et tu vas trouver le dernier live et tu peux ensuite, donc il faut que tu entres sur ton profil, tu vas vérifier tes activités, tu vas trouver ce live et là tu fais télécharge. Ah ok, donc je peux fermer le truc et puis après je l'enregistre, c'est ça. Yes. Ok, cool, Allez, ça va. en tout cas, que vous croyez au réchauffement climatique ou pas, prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres et prenez bien soin de la planète qu'on partage ensemble. Ça fera jamais de mal. Yes. Et apprendre à se détendre dans la turpitude et dans les mouvements parfois chaotiques de l'existence. Oui, et embrasser le changement qui vient parce que il vient. Oui, il est là, il est là, il va bien faire. Ça va, ok. Merci Allez, Benjamin, ciao. merci tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.